pourrais commencer avec la toute dernière intervention de la journée. Alors, François Rastier n'a pas besoin d'être présenté, bien évidemment. Directeur de recherche honoraire au CNRS, linguiste, sémanticien. Il y a, je pense, à deux apports euh, fondamentaux, un peu dans sa carrière, son travail sur la sémantique interprétative, et ensuite son travail, je dirais, à partir des années 2000 sur la sémiotique des cultures. Voilà, aujourd'hui, François Rastier nous présente l'intervention suivante, nouvelle figure de la nature et de la culture, Gaïa et l'ordinateur. À toi la parole. Merci. Alors, je commencerai simplement par deux citations. Une de Bernardin de Saint-Pierre. Comment, étant né sans instinct, l'homme a-t-il pu acquérir tant de connaissances? Il a imité tous les arts de la nature, excepté celui d'être heureux. C'est dans ses études de la nature en 1784. Et une autre citation, elle de Turing en 1950, le fait que des machines pensent aurait des conséquences trop terribles, il vaut mieux croire et espérer qu'elles ne peuvent pas le faire. Alors pourquoi? Parce que, disons, je travaille sur, enfin, j'étais préoccupé par la montée de l'irrationalisme dans les milieux intellectuels et même scientifiques. C'est pourquoi j'avais travaillé sur sur Heidegger, par exemple, et la déconstruction. Ce qu'on a décrit, par exemple, les stratégies rhétoriques, ce sont les mêmes chez Derrida, chez Heidegger. C'est le même type d'usage du langage, y compris d'enfermer. euh, Ce sont des discours immersifs, c'est-à-dire on ne peut les contredire on ne peut les discuter qu'en leur sein. D'une certaine manière, ils n'ont pas d'extérieur et c'est leur objectif. Euh, la quantité même des écrits, hein, va dans ce sens, que ce soit les 105 volumes d'Heidegger, les 90 de, euh, de Derrida, les 115 de Nancy, etc., etc. L'abondance fait partie de la stratégie immersive. Et il y a une autre surabondance qui est celle de l'IA générative. Je parle des IA génératives grand public. Et il y a deux figures du holisme qui se sont constituées. La nature comme totalité, c'est très ancien bien sûr, y compris la totalité du vivant, hein, c'est une vision non analytique et même cosmique. Le cosmisme russe en fait partie de cette tradition. Et puis, un nouveau holisme qui est celui de l'ordinateur, c'est-à-dire du réseau mondial connecté, et qui va avoir un rapport très particulier avec la nature connectée elle-même. Et on va arriver à un problème qui était celui du rapport entre le monde de la nature et le monde de la grâce, chez Leibniz, par exemple. Et c'est pour ça que j'anticipe un peu, mais l'âme de la nature, ça va être l'IA. Enfin, il y a des deux âmes, dont celle-là. Ce sera la grande réconciliation. Euh, alors, on a, je vais passer sur la distinction entre nature et culture. Je pense qu'il s'agit d'un invariant anthropologique, parce que dans des dizaines et des dizaines de langues, c'est marqué et on est obligé de choisir, euh, on est obligé de choisir pour finir la phrase, tout simplement. On ne peut pas dire la patte à la place de la jambe, etc., etc. Et leur dépassement, le dépassement de ces frontières propres à cette dualité, s'apparente à l'indistinction catégorielle qui est caractéristique de la tradition déconstructive, puisque la tradition déconstructive, c'est la destruction de la philosophie. Déconstruction, chez Heidegger, c'est destruction ou Abbau. Et donc, pour en finir avec la rationalité, il faut impérativement en finir avec la pensée catégorielle, hein, tout simplement. Alors, le remplacement
euh, de l'univers de pensée par un petit nombre de visions du monde tranchées, mais sans doute sommaires, correspondant à autant d'ontologies, euh, à tout, à tout pour séduire, bien entendu, par sa simplicité. Euh, mais n'oublions pas que quand on parle d'ontologie, dans le monde intellectuel de l'autre, on renvoie à la tradition ontologique et notamment celle de Heidegger dans la déconstruction. Que dit Heidegger dans une lettre personnelle, 1900 maintenant. Il dit Sein, c'est un mot couvert pour Vaterland, c'est-à-dire l'être, c'est un mot couvert pour la patrie. C'est-à-dire son ontologie radicale est en même temps un nationalisme mystique. Ça a été repris par Latour d'ailleurs, hein, attention, parce que euh, Vaterland, ça va être la terre, c'est-à-dire ce qu'on va défendre contre l'ennemi. Il y a un passage très intéressant de Latour, je reviendrai, sur Carl Schmitt, qui est un camarade de Heidegger. Ils sont entrés au parti nazi le même jour. Carl Schmitt a écrit la constitution du Reich et a théorisé l'état d'exception et la théologie politique euh, à laquelle se réfère aussi Latour, hein, n'oublions pas ça. C'est-à-dire que derrière ça, il y a une tradition, cette tradition mérite d'être éclairée. Il ne s'agit pas de tout mélanger, bien entendu, mais je rappelle quand même que le texte de Cassirer, Philosophie des Lumières, qui a été cité, date de 1932. C'est la réponse à Heidegger en- dans la journée des dupes de Davos qui a eu lieu 3 ans avant, et on est un an avant 1933. Inutile de le préciser. Alors, sortons de ces ontologies. Ça s'appelle la déontologie. J'ai beaucoup écrit sur la déontologie, c'est-à-dire la nécessité pour la pensée philosophique de sortir de l'ontologie pour comprendre le monde humain. Alors, bon, ce nouvel animisme, ça dépasse celui du New Age et euh, des héritiers et les autres héritiers de la théosophie. Or, l'animisme favorise par principe une forme de holisme, c'est-à-dire tout communique, tout se correspond, et on trouve ça partout dans la pensée. Je ne dis pas magique, je dis ésotérique, parce que ce sont des traditions qui viennent de la théosophie, hein. La grande pensée de la nature, c'est la théosophie de la fin du 19e siècle, c'est le grand livre de Helena Blavatsky qui s'intitule Isis dévoilée. Ça fait 1500 pages, c'est paru en 1877 et j'y reviendrai. Isis, c'est la nature, bien entendu. Alors, euh, on est devant deux totalités, la Terre et la Terre, T majuscule, hein, c'est pas le monde, c'est la Terre en tant que euh, ensemble cosmique redivinisé à sa manière. Et ces déifications renouvelées de l'Isis des philosophes jusqu'à la Gaïa de Lovelock. Gaïa est un être vivant, hein, c'est dit. Euh, alors c'est la suite de la naturphilosophie allemande, hein. C'était banal au XIXe siècle, ça. Mais aussi l'ordinateur, ça c'est nouveau, qui incarne le réseau mondial et qui prolonge lointainement la monadologie de Leibniz. Leibniz est arrivé à faire, à sa manière, à faire euh, la fusion entre ces deux mondes, celui de la nature qui est régi par les causes efficientes et celui de la grâce qui est régi par les causes finales. Et c'est une question fondamentale de la théologie, hein, bien sûr. Alors, je vais contraster ces deux figures, si on peut dire, travesties, que vont être le monde Gaïa pour le monde de la nature et Lia pour le rôle de la grâce. Oui, oui, ça. Alors,
le fait que Lovelock, créateur de ce qu'on appelle l'hypothèse Gaïa, hypothèse, c'est beaucoup dire parce que ce n'est pas testable, ça a été dit, hein, c'est donc ça, c'est un mot qui renvoie à quelque chose qui est de la science, mais qui en fait, on introduit du mythe, hein. Se présente dès 1965 comme un ingénieur associé à des projets d'exobiologie financés par la NASA. Et ça ne fait pas illusion, bien entendu, d'autant moins que l'exobiologie n'est pour le moment qu'un nom et qu'on ne trouve pas de vie extraterrestre. La question, c'est une question mythique. Le fait que la NASA soit pleine de cosmistes russes émigrés et que elle fait des projets sur les soucoupes volantes, ça, c'est pas gênant, hein. Je veux dire, le seul concurrent, c'est Elon Musk, hein, qui lui aussi est dans la même, dans la même idéologie, si on peut dire futuriste, bien qu'elle soit rétrograde d'une certaine manière, hein. On a toujours parlé de la conquête de Mars, les grands anciens, enfin, qui ont fondé les civilisations. Il y a tout un, il y a une bibliographie énorme. Il y a des millions de fervents, hein. N'oublions pas le monde des soucoupes volantes. Alors, on est devant une mythification de la technoscience qui conduit d'ailleurs à affaiblir la distinction entre science et idéologie, bien sûr, et qui affaiblit aussi la distinction entre nature et culture, de façon à arriver à une grande unité. Et cette grande unité pointe vers de la théologie, notamment pour Schmitt comme pour Latour, la théologie politique. Non, Latour emploie ce terme, hein, théologie politique, en se référant à Schmitt. Je rappelle que Schmitt a aussi travailler avec Heidegger à l'élaboration des lois de Nuremberg. C'est pas simplement des penseurs, hein. Je veux dire, ils étaient dans la commission pour la philosophie du droit à partir de 1933, sous la direction de Hans Frank. Hans Frank, c'est pas n'importe qui, c'est le créateur des premiers camps d'extermination en 1941. Et cette commission pour la philosophie du droit, elle existait encore à cette époque-là. Vous voyez, il y a tout un... On est dans... On n'est pas simplement dans le monde des idées. Alors, vous savez que les religions du néolithique, j'en viens de Hésiode à Gaïa, hein. Euh, dans les religions du néolithique, elles sont mal connues, mais l'autorité de la grande déesse est attestée. Alors, elle a même enthousiasmé le grand public avec les travaux d'ailleurs tout à fait controversés de Maria Gimbutas, euh, bon, le langage de la déesse en 89, la civilisation de la déesse en 91, par exemple, euh, ouvrages qui ont rencontré la faveur du public parce il y a aussi le féminisme. Il s'agit de transformer le féminisme en post-féminisme, c'est-à-dire à le théologiser. Euh, alors, pour en rester au Moyen-Orient, on connaît la dualité entre la grande déesse et le dieu de l'orage, qui est détenteur de la foudre, tout comme en Égypte, Isis, déesse chtonienne de la terre, hein, donc, et la parèdre d'Osiris, qui est le dieu céleste. On a ce dédoublement. Et avec l'essor du monothéisme, à partir du troisième millénaire, le Dieu l'emporte et sa parèdre tend à s'effacer, ou du moins connaît des avatars, souvent castrateurs, comme l'Artémis d'Éphèse, par exemple. Et en Égypte, le couple qu'Isis forme avec Osiris reste stable, mais Isis deviendra dominante dans les traditions ésotériques, hein. On se demandait par exemple pourquoi les Vierges noires dans certaines régions de France, tout simplement, parce que c'était des temples d'Isis avant, hein. Donc, elle est- on a continué, on l'a simplement christianisé. Alors, je renvoierai par exemple au grand livre de Pierre Hadot, Le voile d'Isis, essai sur l'histoire de l'idée de nature, qui est un incontournable, qui n'est jamais cité d'ailleurs, qui a été mentionné ce matin, et je l'ai remarqué avec faveur. Alors, pour les théosophes, donc la théosophie, c'est un courant ésotérique qui, bon, essentiellement,
développé bon, chez les Rosicruciens, etc., mais essentiellement dans la philosophie cryptique allemande, des gens comme Böhm, etc., sont... Mais ça sera synthétisé dans un corps de doctrine générale avec référence à l'Inde et notamment au tantrisme, par Helena Blavatsky. Et cette théosophie contemporaine a connu plusieurs développements majeurs dès les premières années du XXe siècle. Il y a d'abord l'ariosophie, c'est-à-dire des gens comme Lanz von Liebensfeld, Guido von List, qui é- élaborent les courants ésotériques du nazisme. Et ça donnera la société de Thulé qui se transformera en parti politique, le premier parti, la première version du parti nazi, première et dernière d'ailleurs, NASDP, en 1921. Il y a l'anthroposophie, qui est fondée par un théosophe, Rudolf Steiner, qui a inspiré des courants éducatifs comme les écoles Waldorf. Quand on dit les cadres de la Silicon Valley se méfient des écrans et mettent leurs enfants dans des écoles, c'est des écoles Waldorf. Pourquoi les écoles Waldorf? Parce que Steiner pensait que l'électricité, c'était le diable, c'était arimanique. Et donc, on interdit les ordinateurs dans ces écoles. Et il est tout à fait bien, tout à fait prudent pour Zuckerberg et les autres de mettre leurs enfants là-dedans parce qu'ils seront moins crétinisés que les autres. Euh, qui suivent les réseaux sociaux de papa. Et l'anthroposophie, par le biais de la biodynamie, est en plein essor dans l'ensemble du monde écologique, hein. Euh, mais si on regarde si on lit Steiner, on voit que c'est c'est un ramassis d'idées ésotériques très confuses, hein. Euh, et il y a enfin le troisième courant qui est le New Age, qui lui aussi a été fondé par des théosophes. Les premières communautés New Age ont été fondées donc par des théosophes au début du 19e siècle, et certaines étaient toujours vivantes en Californie dans les années 50, hein. Et dans le New Age, vous avez bien entendu euh, l'invocation à la grande déesse, hein. C'est une prière qui a été écrite par une théosophe en 31 et qui est récitée tous les matins par des milliers de sectes, hein. N'oublions pas. Enfin, ça fait... Et il y a des rapports entre ces courants, hein. N'oublions pas que dans les camps de concentration, les jardins euh, étaient cultivés selon les normes de la biodynamie et de l'anthroposophie. Himmler adorait ça. Notamment. Et puis, bon, il y a aussi des communautés New Age qui étaient néo-nazies, comme celle de Manson, par exemple. Manson avait un swastika tatoué sur le front, hein. Donc, entre ces trois courants qui ont cousiné, il y a eu des liens épisodiques de temps en temps, parce qu'il y a une évolution irrationaliste générale. Alors, euh, Steiner, lui, donne une forme syncrétique à la grande déesse dans laquelle il voit tout à la fois Isis, la Shekinah des kabbalistes et la Sophia des gnostiques. C'est C'est pas différentes tout à fait la même chose. figures ésotériques de la grande déesse. Quoi donc? C'est pas tout à fait la même chose. Non, La Shekinah, c'est tout à fait le retrait. non, non, mais ça fait rien. Ça fait rien. Je veux dire, ce sont des syncrétistes. Ah Et oui, oui. donc, ça les gêne pas du tout, hein, bien sûr. Et par exemple, il y avait euh, avant de fonder sa secte de magie sexuelle d'inspiration tantrique, le fanatique anglais Aleister Crowley fut d'abord membre d'un temple Isis-Urania. Vous voyez, ça communique au sein de ces syncrétismes euh, ésotériques. Alors, je passe sur
Euh, un instant pour revenir à la Grèce idiotique dont on parlait ce matin, le rôle de la déesse nourricière échoua à Gaïa, qui d'elle-même engendre Ouranos. C'est la première apparition chez Hésiode dans notre tradition de Gaïa. Et ce patronage ou matronage astral d'Urania n'est pas oublié aujourd'hui. Par exemple, Béatrice Paul Preciado a intitulé Un appartement sur Uranus en 2019 son livre avec une préface de Virginie Despentes, ouvrage qui commence par cette proclamation hiératique: Je ne suis pas un homme, je ne suis pas une femme, etc., etc. Je suis un dissident du système genre-genre, je suis la multiplicité du cosmos. Vous voyez, la grande déesse réapparaît comme ça sous ses formes invocatoires. Euh, alors, je ne sais pas s'il faut parler euh, euh, d'écologistes radicaux pour les, les nouveaux fervents de Gaïa, qui sont donc pas seulement des adeptes du New Age, mais quand l'écologiste, c'est en fait un ingénieur, l'écologiste, un ingénieur autodidacte, hein, Lovelock, euh, utilise dès 70 le nom et l'image de la déesse mère Gaïa pour personnifier la Terre comme un être vivant dont les principes bienveillants, ce qu'on appelle les lois gaïennes, entre guillemets, permettent le développement de la vie. Euh, eh bien, en commentaire à l'ouvrage de Bruno Latour, Face à Gaïa en 2015, Thibaut de Meyer conclut: Gaïa, magistralement amenée dans Face à Gaïa, deviendra probablement une des figures phares du XXIe siècle. Espérons, avec Bruno Latour, qu'elle puisse nous inviter, nous aider à éviter le pire. Vous voyez, il s'agit d'une prière, protège-nous. Vous voyez, c'est pas la Vierge de Miséricorde, mais presque, hein. C'est une invocation. Alors, comment est-ce que cette déesse pourra protéger l'ensemble du vivant? C'est-à-dire se protéger elle-même en même temps. Alors, je passe maintenant sur d'autres courants comme la philosophie ésotérique de Barofen sur le, le matriarcat, hein. Euh, et dès les années 20, des idéologues nazis comme Ludwig Schlag ou Alfred Bäumler, dans leur combat contre, je cite, la folie du progrès et le culte de la technique, ont célébré le retour de la grande déesse bah, matriarcale. Il ne faut pas l'oublier, hein, faut voir le nazisme est sentimental, hein, fondamentalement. C'est fatalement. Euh, et ça a eu toute une, tout un essor dans ce qu'on a appelé ensuite l'écoféminisme. Françoise Daubonne écrivait en 1974: La planète mise au féminin reverdirait pour tous. Donc il y a un rapport entre ce post-féminisme, qui n'a rien à voir avec le féminisme lui-même, et le néo-féminisme. Vous aviez des slogans, le 25 avril 2021, des slogans à manifestation: Ma planète, ma chatte, sauvons les zones humides. Ou bien Pubis et forêts, arrêtons de tout raser. Vous voyez, il y a une sorte de mélange tout à fait rétrograde entre l'idée de femme et l'idée de nature. On peut pas faire de, on peut pas faire pire pour détruire le féminisme de l'intérieur. Et ça permet aux discours, certains discours écoféministes de concrétiser les stéréotypes qu'ils prétendent dénoncer. Exemple, le patriarcat, virus de la terre-mère. L'ennemi est là.
ou bien nous sommes la nature qui se défend, stop à la pandémie patriarcaliste, parce que les hommes sont des mangeurs de viande, hein. Pat- Patriarcat capitaliste, écocidaire, stop misogynie. Misogynie, c'est-à-dire la zo, c'est la vie. Alors, bon, euh, avançons. Je, ces mouvements sont aussi associés à des ouvrages littéraires d'anticipation, comme le Solaris de Stanislav Lem, etc., qui présente lui aussi la Terre comme un grand être vivant. Et la référence à Solaris, qui lui-même, Stanislas Lem, a visiblement lu Steiner, et Solaris a dérivé, ce roman a dérivé, il est dans des séries, il est dans des films d'anticipation, etc. Le rapport entre le monde du mythe, c'est comme ce matin avec le dessin animé de Disney, hein, ça, voilà, Avatar, y aurait un travail à faire sur disons, pas les déchets, mais les produits de l'industrie de l'entertainment et cette pensée qui d'ailleurs devient un objet universitaire. C'est-à-dire, on travaille sur les séries, etc. Vous voyez, ça fait partie des cultural studies. Les studies étant tout sauf des sciences, bien entendu. C'est des études. Vous voyez, les sciences sont censées venir en bout de chaîne des industries de l'entertainment. Ça devient les bons objets. Alors, il y a aussi des enjeux politiques immédiats dans cette remythologisation de la nature, partant du principe, par exemple, que nous sommes sous un nouveau régime climatique. La Tour déclare que la démocratie lui semble périmée. Je cite, l'idée même d'agents libres et autonomes votant dans le cadre de gouvernements représentatifs semble partout abandonnée, faute d'alternatives. C'est important, ça, comme déclaration. Vous voyez? C'est-à-dire, avant, il y avait la démocratie, maintenant, nous sommes dans un nouveau régime. Vous voyez, c'est millénariste, hein. Et donc, on reprend ça ailleurs, autrement. Et quant aux sciences, il dit les disciplines sont sinistrées et inutilisables. Donc, vous voyez, on est dans un nouveau régime. Donc, on peut rentrer dans une nouvelle ordre de discours où on n'est plus de tout de compte à rendre, ni à la rationalité, ni à l'objectivité. Et donc, il faut rompre avec les institutions universitaires issues des Lumières, car leur modèle par ruissellement des connaissances, c'est lui qui dit ruissellement, hein, en même temps, c'est de l'anticapitalisme de salon, hein, lui semble aussi obsolète que la théorie du ruissellement économique. Et donc les connaissances viendront d'ailleurs, car il faudra, je cite, que les personnes les plus directement touchées par la mutation du climat soient en mesure de suggérer, de proposer, d'imposer, d'accompagner et même de participer à la recherche. Le mot d'ordre ici, c'est le passage de l'université à la pluriversité. Il faut savoir qui, dans l'espace politique, veut détruire les universités et pourquoi. Oui, Univers, c'est un terme utilisé par Carl Schmitt aussi. oui, oui, bien sûr, bien sûr. Petit point de détail dans Mm. cette histoire. Ouais. Alors, le mot de salut n'est pas Alors, donc, le salut viendra de ceux qui sont, je cite la tour, en avance sur nous dans leur manière de gérer les catastrophes que nous avons provoquées chez eux. Vous voyez, on va se mettre à l'étude. Et en plus, il y a le statut de la victime, évidemment, dont que nous aurions causé. Vous voyez, l'humanité se trouve divisée en deux, les coupables et les autres. Et plus tard, il parlera de la guerre entre les terriens et les modernes.
Le mot de salut n'est pas excessif, parce que dans une conférence au congrès de théologie d'Onasbruck, tenue quelques mois avant sa mort, Latour saluait comme un tournant dans l'histoire sainte, je cite, le geste prophétique du pape François demandant au peuple amazonien en octobre 2019 de planter un arbre dans les jardins du Vatican. Alors, on voit qu'un arbre, l'arbre de la connaissance, a été replanté. On est dans une nouvelle étape de l'humanité. Vous voyez, ça, c'est un millénarisme. Et donc, le nouvel Adam, euh, l'Adam transfiguré, c'est l'Indien. Alors, on ne sait pas s'il est hachoir ou autre, mais dans cet arbre, on reconnaît celui de la connaissance, enfin racheté. Alors, je m'interromps ici une seconde pour dire un mot quand même du manifeste de Justin Polat, Justin P., celui qui a, au nom de Gaïa, assassiné à Nantes assassiné une de ses condisciples et en a blessé plusieurs autres. Dans ce manifeste, il dit, alors, on peut classer la chose en disant c'est un fanatique d'extrême droite, c'est tout à fait vrai, mais prenons le temps de lire quand même, parce qu'il argumente, hein, et il cite Lovelock. Si l'on accepte de considérer la Terre comme un organisme vivant, ce que soutiennent depuis longtemps certaines traditions philosophiques, mais aussi certaines disciplines scientifiques comme la biogéochimie, créée par Lovelock. Alors, la biogéochimie, ça n'a aucune consistance scientifique, mais il n'empêche que ça, au moins, ça sonne comme une discipline. Ou la théorie de Gaïa, mise sur le même plan. Certes, alors les bouleversements climatiques, les catastrophes dites naturelles, les pandémies, les extinctions massives ou encore les flux migratoires peuvent être compris non comme des événements isolés, mais comme les manifestations d'un processus immunitaire. Alors, il y a un discours épidémiologique hein, dans ce manifeste. Alors, après les premières annonces, alertes à la fin des années 50, notamment l'article de Killing dans Tellus en 1960 sur la concentration croissante de l'atmosphère en dioxyde de carbone, les industries les plus polluantes, par exemple la Shell, ont exploité deux réponses. La première, au nom du progrès scientifique, il s'agissait de mettre en garde contre le catastrophisme et cette stratégie a culminé dans l'appel de Heidelberg en 1991, à la veille du sommet de Rio, qui est le premier grand sommet international, appel signé par 4000 scientifiques, dont 79 prix Nobel, et plein de beau monde. Hein. Il y a Bourdieu, il y a Eco, il y a enfin tout le monde. Et cet appel, on a appris plus tard qu'il a été adroitement rédigé par un lobbyiste de l'industrie de l'amiante et relayé par d'autres industries. On sait ça par les Tobacco Papers. Hein. Alors, la seconde réponse a été l'exploitation d'une ressource mythique propre à accréditer l'autoconservation de la Terre. C'est l'hypothèse Gaïa, nouvelle divinisation de la Terre-Mère. Donc, Euh, alors, je passe sur l'histoire hein, de cette. J'en ai déjà parlé, mais voilà comment Lovelock a procédé. Bien qu'il ne soit pas le premier, mais un des derniers à parler de Gaïa. Hein. Ça fait longtemps. En 1966, dans une note commanditée et financée par Shell pour faire diversion au changement climatique déjà menaçant, Lovelock décrit la Terre comme un système en équilibre permettant de maintenir les conditions de vie, même quand elle est menacée par les activités humaines. Cette faculté providentielle ne pouvait que satisfaire ses, ses commanditaires. En 1980, faisant le bilan de sa collaboration avec Shell, Lovelock écrit à un cadre de l'entreprise, je cite, de mon point de vue, le résultat le plus intéressant et espérons-le le plus utile de notre association aura été l'hypothèse Gaïa. Euh, alors c'est une lettre personnelle, mais le document existe. Alors si toutefois Gaïa venait
à ne pas pouvoir conserver son équilibre providentiel, il faudrait trouver une planète de rechange. Et ça, c'est d'autres programmes à la Musk, hein. Mais dès cette époque, Lovelock était aussi financé par la NASA et ses programmes d'exobiologie, discipline énigmatique, hein, bien sûr. À la fin des années 80, Lovelock a pris part aux élaborations scientifico-mythiques qui non seulement présentent la Terre comme un vaisseau spatial, hein, c'est un life support system, un support de vie planétaire, mais prépare les conditions d'une colonisation d'autres planètes, soutenue par des mécènes comme le pétrolier Ed Bass, le projet Biosphère 2. Vous voyez, Biosphère 1, c'est la Terre. Biosphère 2, réunit avec Lovelock des représentants du New Age comme John Allen et d'autres visionnaires comme Steve Bannon, qui était alors employé de Goldman Sachs. Et le monde est finalement assez petit, hein. Pour construire dans le désert de l'Arizona une biosphère artificielle expérimentale et préparer l'aventure spatiale, c'est-à-dire le plan B. C'est ce que dit Musk. Si jamais ça tourne mal sur Terre, on va aller sur Mars. Bon. Euh, enfin, ceux qui auront les moyens de payer, du moins le transport à la firme d'Elon Musk. Oui. Et cette utopie solutionniste de la planète de rechange n'est aucunement est en plein essor, hein. Sans contredire le principe d'autoconservation de Gaïa, elle garde un pouvoir évident de diversion et s'appuie sur des croyances cosmistes vivaces. Alors, je n'ai pas le temps de parler du cosmisme russe à partir de la fin du 19e siècle, beaucoup animé par des théosophes, hein, ou des théologiens comme Florensky, par exemple, mais aussi des spécialistes des fusées comme Tsiolkovsky. Enfin, il y a tout un monde. Et Teilhard de Chardin est dans la boucle, hein, puisqu'il a fait aussi, c'est lui d'ailleurs qui a nommé le cosmisme, hein. Mais bon, je peux pas. Alors, où est-ce qu'on va maintenant? On va, on va passer d'une version irénique de la conservation de la Terre, hein, c'est la Terre nous protège, protégeons-la, à une version polémique. En fait, il va y avoir une guerre quelque part. Et c'est d'en face à Gaïa où atterrir. La tour oppose donc ces terrestres ou terrestriens, humains et non humains, aux modernes qui sont responsables des dévastations écologiques et même d'un écocide. Alors, le terme est beaucoup plus fréquent chez Descola que chez la tour. C'est manifestement calqué sur génocide, hein, bien sûr. Et Latour écrit Gaïa, c'est une injection pour rematérialiser l'appartenance au monde. Gaïa est le signal du retour sur Terre. C'est le seul moyen de faire à nouveau trembler d'incertitude les modernes. Ça, c'est modéré, trembler d'incertitude. Mais quand même, c'est menaçant, hein. Alors, on va voir comment ça évolue. Alors, euh, donc, le nouveau régime climatique demande un nouveau régime politique. Et donc, s'appuyant sur Carl Schmitt, et notamment la théorie du politique, euh, il reprend sa définition du politique comme un combat entre l'ennemi et nous. C'est page 64 de la théorie. C'est-à-dire que l'acte politique fondateur de toute politique, c'est la distinction entre l'ami et l'ennemi. Une distinction qui passe même en notre sein. Vous voyez, c'est le djihad. Enfin, c'est une forme du djihad, parce qu'il y a le djihad intérieur et le djihad extérieur. Mais bon, c'est l'idée d'une polémique, d'une guerre fondamentale. Et il s'y réfère pour évoquer la guerre, car seule, qui est l'essence donc du politique pour Schmitt, car elle seule permet de poser je cite, la question politique en termes de vie ou de mort. Et Schmitt dit à ce moment-là, Latour a eu le mérite de ne s'être jamais débarrassé définitivement de la religion. C'est exact parce que c'était un catholique fervent, fervent mais exterminateur quand même. C'est-à-dire, il était plutôt du côté des SA que des SS, hein, par exemple. Alors, s'inspirant en plus
en outre l'ouvrage de Schmitt, Le Nomos de la Terre, qui est un des grandes théories de si on peut dire, westphalienne, de la confrontation entre nations. Euh, Latour fait de ce nomos la loi d'une géopolitique, c'est son terme, hein, géopolitique, devenue théologie géopolitique, puisque Schmitt a écrit la théologie politique en 1918 ou 19. Et cette loi se résume à une guerre permanente, je cite Latour, entre des entités radicalement étrangères qui pratiquent la négation existentielle. Négation existentielle, ça peut aller loin, vous voyez ce que je veux dire. Et alors, la nouveauté, c'est que ça sera pas une guerre entre des États, mais entre des territoires. C'est-à-dire, on est dans un monde post-national. Et ça prend le tour d'une guerre sainte. Je cite toujours Latour, si Gaïa pouvait parler, elle dirait comme Jésus, ne pensez pas que je sois venu pour porter la paix sur terre. Je suis venu porter non pas la paix, mais l'épée. C'est Évangile selon saint Matthieu. Et ça va un peu plus loin parce que à ce moment-là, il cite l'évangile apocryphe de Thomas. Il faut de l'énergie pour un théologien catholique pour citer un évangile apocryphe dans ce sens. J'ai répandu le feu autour du monde et regardez, je le garde jusqu'à ce qu'il s'embrase. Et donc, euh, le côté petites fleurs, petits oiseaux de l'écologie New Age se transforme en guerre de tous contre tous. Je passe. En tout cas, ça fait partie des possibilités. Or, portée à présent par la résurgence du mythe de Gaïa, l'idée d'une vengeance de la Terre, dont par exemple Justin P. ou Justin Polat, le meurtrier de Nantes, se dit l'agent, cette idée n'est pas véritablement nouvelle. Par exemple, Hitler, dans Mein Kampf, écrivait La terre éternelle. Il y a une majuscule hein, dans la traduction, mais la terre éternelle, inexorable, punit toute transgression à ses commandements. Alors, pour Hitler, la phrase suivante, évidemment, celui qui a fait la transgression, c'est le juif. Mais on sait bien que depuis l'extermination, tous les hommes sont juifs, hein, d'une certaine manière, ou du moins, ils sont tous menacés. Bon, salut. Alors, donc, porté par les industries extractives et repris par différents courants d'écologie, entre guillemets, radicale, le mythe de Gaïa a ainsi revêtu toutes les caractéristiques de ce que Canguilhem appelait une idéologie scientifique. Sous les dehors pseudo-scientifiques d'une géobiologie, il reste quand même un mythe. Et comme le soulignait Cassirer dans son dernier livre, paru posthume, quand un mythe entre dans l'histoire, c'est dans un bain de sang. Il ne faut pas croire que le mythe, c'est simplement un grand récit qui, bon, quand il y a une théologie politique derrière, il devient dangereux. C'est pas simplement ça. Et on se pourrait se demander si le meurtre de Justin Polat n'est pas le premier meurtre, en France, le premier meurtre gaïen. Alors, on va dire c'est un fou, c'est vrai, il a été hospitalisé en psychiatrie, mais ça n'enlève rien à la teneur de ce manifeste et à l'idéologie qui est dedans et qui existe. Elle est sur les réseaux sociaux, elle est là. Alors, je vais en guise de la matière est immense. Je vais dire un petit mot de l'ordinateur parce que c'est pas vraiment le thème central de notre réunion, mais quand même, c'est annoncé et donc je vous le dois. Cette notion d'ordinateur donc c'est l'autre totalité, hein. Il y a la totalité naturelle qui est Gaïa et il y a euh, une autre totalité dominante qui va être l'ordinateur. C'est Jean Romer en 2020 qui a donné cette définition. Ordinateur désigne l'ensemble des dispositifs numériques installés sur la Terre et ses environs, parce qu'il y a aussi Starlink, tout ça, hein, bien sûr. Nous constaterons que se construit un seul ordinateur qui abrite un seul fichier accessible via un seul index et qui tend à faire tourner une seule application, l'IA générative.
je résume. Ou bien, euh, c'est l'ensemble, une autre définition, des centaines de milliards de machines élémentaires qui sont quasiment toutes reliées entre elles par des protocoles d'Internet. Cette immense configuration s'est mondialisée dans le premier quart de ce siècle et demande, mais elle n'a pas été philosophiquement réfléchie. D'autant moins que les discours surpuissants des multinationales de l'Internet le présentent comme un dispositif providentiel, voire un ordre nouveau, le nouveau régime numérique, qui lui aussi doit échapper aux lois politiques ordinaires, hein, bien sûr. Le mot régime gardant ainsi un sens politique et non diététique, bien entendu. Alors, l'IA, je ne peux pas développer, j'ai fait un petit livre sur l'IA récemment, parce que... Que j'ai ici, si je vais le faire circuler d'ailleurs. L'IA m'a tué. Oui, Un excellent livre. bon, merci. Et alors, je dois dire que ChatGPT m'a annoncé ma mort parce que, comme j'avais écrit un livre sur Saussure, elle avait conclu que. Bon, bref, elle a annoncé plusieurs fois ma mort. Et puis, j'ai été ressuscité dans une version payante. Qui, en même temps, ils sont beaux joueurs parce qu'ils citent ce livre euh, en disant c'est une IA qui a déclaré. Alors, c'est ChatGPT qui déclare qu'une IA, c'est-à-dire lui, avait déclaré que j'étais mort. Et même que j'étais aussi un arrière-petit-fils de Saussure, vous voyez, parce que j'aurais été le fils de Marthe de Saussure, qui n'existe pas d'ailleurs, mais comme Hermine de Saussure, la nièce, la petite nièce de Saussure, avait fait un voyage dans les îles grecques avec sa copine Marthe, dans les années 30, publie un livre, on crée Marthe de Saussure, qui est ma mère. Bref. Alors, ces, entre- ces entreprises sont toutes internationales. Euh, c'est des capitalisations qui vont à des milliers de milliards de dollars, hein. C'est-à-dire, on est à 2 milliards de milliards. On est à 2 milliards de dollars, 2000 milliards de dollars dessus pour Nvidia, Apple, etc. Mais il y a aussi les ABCD, c'est-à-dire Alibaba, ByteDance c'est TikTok, DeepSeek, etc. Il n'y a pas que, on parle toujours des GAFAM, mais elles ne sont pas les seules. Euh, et bon, alors, euh, elles ont les moyens de propager le mythe de l'IA forte, y compris, puisque l'intelligence artificielle, c'est un slogan qui a été créé en 1955 dans une demande de financement. Et cette demande de financement a rapporté à l'heure actuelle des milliards de dollars, hein. OpenAI est dans le rouge d'environ 5 milliards de dollars cette année, mais elle vient de faire un tour de table de 40 milliards de dollars. Donc, euh, ce mythe rapporte. Cette IA forte est un mythe, mais ce mythe semble avoir trouvé une incarnation décisive avec l'IA générative. C'est un langage hiératique, hein, qui l'emporte visiblement sur la révélation du Sinaï. Et il y a aussi les images non faites de main d'homme, hein, comme le Santo Volto di Luca. Et bon, le Saint-Suaire de Turin. Enfin, je veux dire, il y a aussi toute une tradition, notamment sur les images, la pierre noire de la Kaaba, les choses non faites de main d'homme. Et en plus, l'IA forte dote l'ordinateur d'une intentionnalité, de capacité et d'autonomie, ce qui en fait une sorte de figure hiératique, à la fois transcendante par son opacité et les pouvoirs qu'on lui prête. Vous avez des gens qui ne prennent aucune décision sans consulter ChatGPT. Il y en a 550 millions qui ont ça dans la poche
et que ce soit les placements, il y a 35% des placements en bourse qui sont faits euh, après consultation de ChatGPT, mais aussi ça sert de conseiller conjugal aussi, hein. Enfin, je veux dire, il y a maintenant une dépendance, une emprise, hein, de cette IA qui s'adresse à vous en vous tutoyant, etc., etc. Et ça, ça ne fait que commencer, hein. Et donc, à tout moment, je peux recevoir une notification d'un bot russe ou nord-coréen, par exemple. Et la guerre hybride est en train d'être perdue. C'est-à-dire, si vous interrogez une dizaine d'IA et vous posez la question, est-ce que Zelensky a déclenché la guerre? Il y en a quatre qui vont vous dire oui, parce que elles ont simplement crawlé le web, et sur le web, le narratif russe domine parce que il est alimenté par l'intelligence artificielle. Vous avez 1400, tous les jours, 1400 articles traduits en 40 langues, relayés par des dizaines et des dizaines de robots. Et bon, je passe. Mais enfin, on l'a vu récemment pour TikTok en Roumanie, hein. C'est-à-dire, le danger politique, il est là aussi. Il n'y a pas que Gaïa qui servent de danger politique. Alors, je ne vais pas vous faire l'histoire de la mythologie de la technique. La mécanée, c'était la ruse, hein. Il y a Prométhée, mais il y a aussi son frère Épiméthée. Épiméthée, c'est celui qui s'en fout, hein, qui laisse faire, et son épouse, c'est Pandore. Je vous laisse. Bon. Alors, il se trouve il y a des gens, hein, comme Plotin qui ont récusé les métaphores, hein, en disant, mais au fond, la nature n'est pas mécanique. Enfin, il y a toutes sortes de discussions pour savoir si un cerveau, enfin, si, sur l'ordre de la nature et l'ordre de la, l'ordre mécanique et l'ordre de la pensée ont un rapport. Mais il y a d'abord l'idée que l'univers, on revient au début de l'informatique, et la concrétisation d'un calcul écrit en symbole numérique. Bon, c'est Galilée. Alors lui, c'était plutôt des symboles géométriques, mais ensuite Leibniz, la synthèse est celle de Coutura. La nature est le produit d'une logique divine de ce calcul immense qu'est la création. Donc, il y a les deux, vous voyez. D'emblée, la nature est conçue comme du calcul. Euh, et elle est pour nous une admirable machine à calculer, car elle nous fournit tout fait les résultats de calcul qui dépassent la portée de notre entendement. Et il y a l'idée que finalement, les deux sont compatibles. Euh, on peut, à la limite, tout numériser, hein, et c'est pas par hasard que Leibniz est aussi l'auteur du DRT Combinatoria, qui est un des débuts de l'informatique en 1666, et de la numération binaire. Et il y a une réflexion que je ne peux pas développer ici parce que l'heure a tourné sur euh, l'harmonie des lois de la nature et des lois et des lois de la grâce. C'est-à-dire, il y a deux définitions de Dieu. Il y a Dieu qui est l'architecte, ça c'est pour la nature, et il y a Dieu qui est le législateur, et ça c'est pour la grâce. Et lui, il est le seul à avoir résolu du point de vue métaphysique cette antinomie, ou moins cette distinction qu'il proposait. Maintenant, je crois que on a, on est dans une situation où l'optimisme leibnizien n'est plus vraiment de mise. Mais vous avez des gens comme Paul Jorion qui sont en train de dire, qui est un anthropologue, mais qui a fait un livre euh, sur l'IA, et qui est où il y a des ouvrages transhumanistes qui vous disent la singularité, c'est-à-dire, n'oublions pas que Google finance une université de la singularité qui est dirigée par Kurzweil, qui est un ingénieur nietzschéen, euh, réellement. Et donc, le transhumanisme
dit par la théorie de la singularité qu'en 1930 maintenant c'est en 2030, maintenant c'est 2045, mais en fait ça va être 2030, euh, l'humanité aura été définitivement dépassée par l'intelligence artificielle. Et que donc, on sera sous un nouveau régime qui sera la gouvernementalité algorithmique. Ce qui est intéressant du point de vue politique, puisque actuellement, les Émirats arabes unis sont en train de rédiger leurs lois, non pas euh, par l'intelligence artificielle. Ça évite de réunir des députés, puisqu'ils sont des féodaux, vous voyez. Donc, là encore, on retrouve une élimination d'un régime qui aurait pu être celui de la démocratie, ou en tout cas de la délibération, puisqu'il en a été question. Euh, il y a aussi un enjeu immédiat, finalement, euh, dans cette destruction du monde symbolique euh, qui est en cours. Voilà, j'ai été un peu long, la matière est immense, vous m'en excuserez. J'ai laissé beaucoup de choses dans l'ombre. Il nous reste une demi-heure, je crois, pour la discussion générale. Et donc, on peut fondre la discussion de ce que je viens de dire dans la discussion générale. Et je vous remercie de votre attention.